parce que donc la proposition c'était de parler de création et de parler effectivement de mon travail et de comment peut naître un désir créatif. Alors c'est un peu étrange puisque plein de gens ne connaissent pas forcément mon travail. Hein. Je ne suis pas célèbre au point de... Voilà. Donc il a fallu faire avec des extraits de films, faire avec des extraits de chansons, avec, pour essayer de raconter comment je travaille et comment j'ai travaillé. Voilà. Je me présente de façon assez sommaire. Voilà, je m'appelle Rodolphe Lespo. Christophe a dit effectivement que je faisais de la vidéo, de la chanson, j'écris aussi. J'ai eu quelques publications dans des revues, quelques festivals avec les films, et puis quelques concerts, enfin pas mal de concerts avec soit une formation grande avec 5 musiciens, ou tout seul, piano-voix ou guitare. La musique, j'ai commencé tout petit, puisque j'étais en maîtrise de chant au conservatoire de Tours. Et ensuite, j'ai appris le cinéma dans un bac cinéma à Troyes, qui était le premier bac cinéma à l'époque qui existait, qui était couplé avec ce qu'on appelle la FEMIS maintenant, ce qui s'appelait l'IDEC avant, avec l'école avec laquelle on travaillait en priorité. Donc c'était assez exceptionnel d'avoir cette chance-là, puisqu'on n'avait que des enseignants qui venaient de la FEMIS. Et puis après j'ai fait des lettres, j'ai fait de la linguistique, mais voilà, mes études, on va dire, littéraires ne m'ont permis que d'avoir un métier de professeur. Actuellement je suis professeur en CFA de français et d'histoire, ce qui me permet de pouvoir continuer mon travail artistique à côté, sans forcément courir après avoir de quoi manger. La rupture, c'était l'Afrique, j'en parlerai. Je suis parti à l'âge de 18 ans en Mauritanie, sur le continent africain, ce qui a bouleversé ma vie. Ça fait 25 ans que je pars, j'ai vécu à Dakar et je pars dans pas mal de pays africains. Cette année étant la première année où je ne pars pas. Voilà. Normalement, à cette période-là, j'y suis, soit avant, soit après, mais je n'y suis pas. Donc voilà, je présente assez sommairement. J'ai fait 3 films, dont vous allez voir des extraits. Amine, un premier film qui a été tourné en Mauritanie, au Sénégal, un deuxième film qui a été tourné dans le Berry, et un troisième film qui a été tourné à Sommery, pas très loin d'ici, dans la clinique psychiatrique de Sommery, à côté de Chambord, à Huisseau-sur-Cosson. Et donc on verra des extraits. Et voilà. Donc c'est vrai que j'ai été touché par plusieurs arts, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on m'a souvent reproché d'être un peu touche-à-tout, hein, c'est un reproche bien français. Mais je pense que le monde, en tout cas, la façon dont j'ai envie de le traduire, peut être traduit en plusieurs langues. Et on ne croit pas à un polyglotte lui parler plusieurs langues. Donc voilà, avec plus ou moins effectivement de succès dans l'une ou dans l'autre langue. Mais pour moi, la musique, l'image et les mots ont toujours été intriqués les uns avec les autres. Donc effectivement, souvent, je suis frustré quand je dois en utiliser qu'un seul. Alors le cinéma est pratique pour ça, parce qu'il utilise les mots, il utilise la musique, il utilise l'image. Voilà. Mais parfois, la chanson peut permettre de donner une émotion que le cinéma ne peut pas donner, mais que l'écriture aussi ne peut pas donner. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai toujours aimé passer d'un média, je n'aime pas trop ce mot-là, mais d'un art à l'autre, pour pouvoir essayer d'exprimer en tout cas ce que j'avais envie d'exprimer. Je vais juste vous montrer un petit début en introduction, comme ça. Donc c'est pas tout à fait le début, c'est un extrait de film, c'est sur la créativité, j'aime bien ce que... Je sais pas si vous voyez. Presque. Là, on n'a rien. C'est une feuille blanche, désespérément blanche au départ. Et là-dessus, il faut que quelque chose naisse.
Alors c'est le début d'un film donc, que j'ai fait en 2008 ou 2007, je ne sais plus, qui s'appelle Trace en Berry. Voilà, je mettais juste ce début pour effectivement parler de cette origine de la création. J'expliquerai après en quoi consiste le film et je vous montrerai d'autres extraits, dont un extrait plus long. Donc voilà, avec cette première image sur la forge, hein, qui peut faire penser effectivement aussi au cinéma et au projectionnisme du cinéma, cette apparition de la lumière avec le feu. Donc voilà. Donc la question que l'on pose souvent à quelqu'un qui a une pratique artistique, c'est d'où ça vient. Donc je vais essayer de m'attacher à ça. Voilà. Proust, dans son recueil de critiques littéraires, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Contre Sainte-Beuve, il attaquait la méthode critique de Sainte-Beuve, justement, qui se fondait sur le fait que l'œuvre d'un écrivain, ce qui est avant tout le reflet de sa vie, et pourrait s'expliquer par elle. Hein, je nuancerai évidemment son propos en argumentant qu'il y a des artistes que l'on ne peut dissocier de leur vie. Et moi, c'est de ceux-là, Sandrars, Bernanos, Augeras, pour les écrivains en tout cas, avec qui je prétends humblement partager les visions. Je me souviens, à la faculté, il y avait toujours cette espèce de dissension entre la biographie d'un auteur, son œuvre, doit-on prendre l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre, etc. Moi, ça va avec. Hein. Donc, effectivement, ce que m'a demandé Christophe de livrer, c'est quelque chose d'un peu narcissique, c'est un peu étrange de parler de la façon dont on crée et de remonter comme ça dans sa biographie pour essayer de comprendre pourquoi, finalement, on crée de telle ou telle manière. Et en quoi, effectivement, on a une spécificité par rapport à d'autres, ou pas, d'ailleurs, on n'en sait rien. Donc voilà, donc d'où ça vient? Il est toujours difficile de définir l'origine. N'est-ce pas le travail d'une vie? L'origine du désir de création n'est-il pas ce vers quoi tend tout créateur afin de comprendre son propre mouvement, vers telle ou telle pratique, ou sa propre appétence pour un sujet plutôt qu'un autre? Cette origine est-elle une somme d'événements, ou bien un point précis, une rupture, une faille dans notre existence qui vient nourrir notre vision du monde, et notre envie irrépressible de le traduire ou de l'interpréter, parfois de s'en échapper? Pourquoi notre envie de se raconter ou de raconter les autres se concentre sur les mots, la couleur, la lumière, les images ou les sons? Cela s'enracine-t-il dans un impensable amniotique ou dans la révélation d'un jour sans fin? Dans un jadis, comme dirait Pascal Quignard, dans une image manquante qui fonderait cette origine derrière laquelle un artiste passerait son œuvre à recouvrir comme on recouvre la vue? C'est peut-être ce vide ou l'angoisse à remplir de sens dont il s'agit. Comment cela s'arrange pour envahir l'espace du langage? Je ne parlerai évidemment pas ici de biologie ou de neurologie, j'essaierai de vous proposer un voyage informel. J'insiste sur le terme informel, il y a un terme qui me tient à cœur, j'expliquerai pourquoi. À travers mon travail indissociable de ma biographie et d'une certaine géographie afin d'approcher de façon sensible les mécanismes à l'œuvre dans l'acte créatif. Comme je vous disais, ce n'est pas un exercice facile et un peu narcissique, mais l'idée c'est de partager, de questionner, d'ailleurs il y a des questions qui peuvent naître, hein, n'hésitez pas, avec ce qui peut fonder un acte créateur, avec une somme de réflexions autour d'extraits de films, de chansons et de textes. Donc on va se promener de quartier en friche, traverser des ports, des états limites, des frontières, des entre-deux, pour tenter de tracer une carte, tout en retenant le fait qu'une carte n'était évidemment pas le territoire. Donc on va commencer par un trajet, peut-être que certains connaissent. Donc, je vais venir souvent ici pour lancer des choses. Un trajet qui est à Tours, qui est donc le trajet de mon... Je vais vous expliquer. Tac. On a cette magie de... Voilà, la connexion Internet rame un peu. Donc je suis parti d'un trajet, qui est un trajet que je faisais quand j'étais petit. Qui était un trajet qui partait de la rue des Ursulines, pour ceux qui connaissent à Tours, et qui allait jusqu'au Grand Théâtre de Tours. Donc c'est un trajet que j'utilisais très souvent, avec mes camarades, ou tout seul, et qui donc a cette particularité d'être au centre de Tours, dans un des quartiers historiques. Non, il n'y a rien qui se passe. Mais non, et donc, je vais commencer tout simplement par cette rue des Ursulines, dans laquelle j'ai, en tout cas, le souvenir d'avoir eu mes premières expériences artistiques et mes premières influences.
Comme je vous disais auparavant, à partir de 6 ans, j'ai été à la maîtrise de chant au conservatoire de Tours. On va essayer d'aller sur... avec le petit bonhomme qui ouvre l'un des Ursulines là. Celui-là par là. Oula, je suis dans un garage. Ça ne va pas vraiment là. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est ça qui est bien. On va essayer de remonter. C'était une cour. C'est rigolo. C'est peut-être une fenêtre sur cour. Pourtant, je me suis entraîné. On n'en doute pas. On va remettre le petit bonhomme, mais rue des Ursulines cette fois. On a des couleurs qui veulent faire un jour. On va le mettre au studio. Voilà. Donc cette rue des Ursulines a ce site particulier, donc elle a le conservatoire d'un côté, qui est ici, et les studios en face, qui est le cinéma d'arrêt d'essai de Tours, dont je parlais un petit peu plus loin. Donc, généralement, donc j'allais ma mère m'emmener à l'école et me ramener, comme tout enfant. Et j'ai pu, très tôt, grâce à cet enseignement, sensibiliser à la musique sacrée et à l'opéra, et à la musique classique en général, particulièrement à la musique baroque, parce qu'il y a beaucoup de chœurs d'enfants, enfin il y a beaucoup de solistes aussi d'enfants dans la musique baroque. Donc ça m'a toujours accompagné en tant qu'influence. Aujourd'hui même, je suis toujours influencé par ces musiques qui ont été imprimées, en tout cas dans mes oreilles, depuis la plus tendre enfance. Mais je vais m'arrêter ici sur une anecdote bien particulière. Peut-être que certains d'entre vous connaissent un livre de Boualem Sansal qui s'appelle « L'enfant fou de l'arbre creux ». J'aime beaucoup ce titre. Et il s'avère que j'aurais pu en être un. Car au centre de la cour du conservatoire, il y a un arbre qui est un noyer dans lequel il y a un énorme creux. Et un jour, ma mère n'a pas pu venir me chercher sans me prévenir. Et donc, je me suis retrouvé tout seul au milieu de cette immense cour, après que mes camarades soient tous partis chez eux. Et sans savoir, évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Sans savoir ce qui allait advenir pour moi, je vais avoir 6 ans. Donc, et je pense que je suis tombé dans une angoisse assez profonde. Il faut savoir que quand on est au milieu d'une cour comme ça, entourée de fenêtres, au conservatoire, il faut savoir que la plupart des fenêtres émettent du son. Et particulièrement, donc il y a des gens qui font des gammes de piano, il y a des gens qui jouent du violon, il y a des gens qui jouent de la clarinette, etc. Il y a des gens qui chantent. Tout ça dans une immense cacophonie. Et je pense que, je me souviens en tout cas de ce moment où il a fallu... Je me suis mis dans cet arbre en fait, enfin voilà, il n'était pas creux complètement, mais je me suis mis vraiment contre cet arbre, et pour calmer l'angoisse en fait que je devais avoir de cette forme d'abandon en fait, il a fallu que je recompose, alors c'est pas simple à expliquer, il a fallu que je recompose, si vous voulez, une mélodie qui tout d'un coup m'apaiserait face à cette espèce de cacophonie sonore. Il fallait que j'arrive à canaliser ça pour justement calmer mon angoisse. Sur ce, j'ai trouvé une expérience qui avait été faite par un Thierry Fournier, qui est un artiste contemporain, où justement, alors pour le coup c'est l'expérience inverse, c'est-à-dire que lui il place des micros, et au fur et à mesure que la personne passe devant le micro, vous avez toutes les parties d'un orchestre qui s'accordent, et donc qui ne jouent pas la même chose.
évidemment, moi, c'était pas, je ne me déplaçais pas d'une fenêtre à l'autre, mais c'était ce principe, en tout cas, d'essayer de capter certains sons, de me concentrer sur d'autres et d'arriver à construire finalement quelque part une narration sonore qui soit différente de la cacophonie pour essayer de pallier à cette angoisse d'abandon. Je vous rassure, ma mère est venue me chercher au bout d'un moment. Et tout allait bien. Ceci dit, je pense que cette remise en ordre du son a été quelque part fondateur, en tout cas, d'un rapport au sonore extérieur, pas forcément musical. Parce que je l'utilise après dans les films, je montrerai effectivement que le son, non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être, ou tel qu'il pourrait se reconstruire, m'intéresse en tout cas dans mon travail vidéo. Donc voilà. Évidemment, à cette époque, je n'avais absolument pas compris ça. Hein. Je faisais ça de façon totalement mécanique, on va dire. Et l'idée était d'essayer de composer quelque chose qui me permette de pallier à une angoisse. Et j'ai toujours aimé, fréquentant un peu parfois les villes arabes ou les villes africaines, il y a toujours des terrasses. Et c'est toujours un plaisir immense d'être sur une terrasse, justement, et d'être au milieu de cette terrasse et d'écouter les sons et d'arriver finalement à construire. J'avais une espèce de fantasme comme ça, c'était de pouvoir placer des micros partout dans une ville et de diriger comme un orchestre symphonique finalement le hasard et l'imprévu d'un taxi qui passe, d'un muezzin qui chante. Alors les villes évidemment arabes ou les villes africaines, en Asie je ne sais pas, je ne connais pas, mais sont extrêmement mélodieuses, extrêmement bruyantes aussi. Et donc voilà, cette espèce de volonté de diriger, on va dire, un espace sonore, mais qui m'est totalement, que je ne maîtrise pas, que je ne peux pas maîtriser. Donc voilà pour l'instant ce qui concerne cet endroit du conservatoire. On va continuer dans la rue des Ursulines, où dans la rue des Ursulines, on a un endroit en face, célèbre pour les gens qui habitent en région Centre-Val de Loire, parce que c'est un lieu, on va dire, assez rare, qui est donc les studios, qui est un cinéma d'art et d'essai, avec beaucoup de salles, qui est un des cinémas les plus grands d'art et d'essai en France, il me semble, dans les années 80. Et un jour, c'était donc en 1982, que je ne dise pas de bêtises, 82, non, pas 82, je dis bêtises. Je devais avoir 8 ou 9 ans, 85, enfin bref. Un jour avec ma mère m'emmène à l'école et on voit une espèce de colonne de fumée. Et les studios étaient en train de brûler. Si certains s'en souviennent, connaissent l'histoire. Et quand vous êtes un enfant de 9 ans et que c'est des pompiers qui vous font rentrer à l'école et que vous avez un cinéma qui brûle, moi ça m'a sidéré, fasciné, mais pas forcément au bon sens du terme. Et ça a été, c'est un événement qui a été très important dans ma façon de concevoir l'art et le politique, parce que j'ai compris, malgré que ma mère m'a expliqué, et puis on a parlé aussi, que effectivement c'était des intégristes catholiques qui avaient provoqué cet incendie en réponse au film de Godard, Je vous salue Marie. Donc quand vous êtes un gamin, c'est étrange. On brûle un cinéma. Pourquoi on brûle un cinéma ? J'ai pas retenu forcément le fait que ce soit des catholiques, ça a pas, voilà. Mais j'ai retenu le nom de Godard. Alors, quand vous avez 9 ans, le Godard, ça ne vous dit pas grand-chose. Et puis, ma mère connaissait, mais n'était pas forcément cinéphile au point d'être intéressée par Godard. Mais c'est un nom, en tout cas, qui m'a poursuivi. Et puis, c'est un événement qui a fait en sorte que le cinéma a toujours eu un point de vue politique, en tout cas dans ma façon de le regarder et de l'appréhender. Évidemment, le nom de Godard a influencé mon travail jusqu'à encore aujourd'hui, particulièrement le Godard d'aujourd'hui et d'hier, mais pas celui d'avant-hier, c'est-à-dire celui où il fait des essais cinématographiques plus que des films de fiction. Et particulièrement, même son avant-dernier, Adieu au langage, que je trouve est un film absolument incroyable
sur ce qu'il raconte du monde d'aujourd'hui. Et puis, donc Jean-Luc Salumari, dans ce film, en fait, il fait un parallèle entre le mystère de la conception d'un enfant et celui de la création de l'artiste, par l'artiste d'un tableau à travers l'histoire d'amour entre une jeune femme et un taximan, en fait. Donc il y avait très peu de choses à part cette idée de virginité et de naissance dans ce film. Donc l'idée, effectivement, j'ai compris à ce moment-là l'impact que le cinéma pouvait avoir dans la vie politique et la vie réelle. Comment une œuvre d'art pouvait provoquer de la violence. Incendie et cinéma furent mêlés dans mon esprit. Le religieux, le politique et le cinéma s'interpénétraient. Donc Godard a disparu de ma vie, mais pendant mes années lycée, j'ai eu un professeur à qui je dois beaucoup de choses. Parfois, on doit beaucoup à ces professeurs, M. Dubois, qui est un professeur de cinéma au lycée Balzac à Tours, et qui était un fan absolu de Godard, qui était aussi notre professeur de philosophie. Et on a vu beaucoup des films de Godard, et tout ça a fait effectivement partie de mon apprentissage quant à une vision poétique du cinéma, et non pas forcément narrative et classique. Le cinéma en tant que fiction, que fiction, d'une part, c'est pas forcément le cinéma vers lequel je tends, on va dire naturellement. J'aime effectivement les films qui émettent des idées plus proches de Chris Marker, de Godard, de gens comme ça. D'Alain Tanner, pour pas dire, je ne vais pas faire pro-suisse, mais c'est vrai que les Suisses, voilà, comme dans les auteurs, hein, on parlait de Sandra, bon, Suisse aussi, je ne le fais pas exprès, mais... Et donc je suis plus allé vers un cinéma qui effectivement racontait autre chose que des histoires au sens fictionnel. Je vais juste mettre un petit extrait de vraiment très court de Je vous salue Marie, justement de Godard, qui, je vais expliquer pourquoi après. Ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est un très court extrait qui paraît très anodin. S'il se lance, ce serait bien. Où t'en es avec Marie? Pourquoi il ne veut pas s'afficher? Bon. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que tu peux agrandir l'image, mais manuellement, c'est en écartant les bords? Ouais, mais là, c'est que je n'arrive pas à retomber sur mon image. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi il y a un écran là. Bon, je vais faire 100 pour l'instant, mais ce serait bien qu'il se passe quelque chose parce que là, je ne comprends pas. Non, mais je sais, hein. Pourquoi il me met l'écran noir complet? C'est ça. D'accord, c'est bon, ça c'est réglé. On va relancer. Excusez-moi pour le...
je vais vous montrer cet extrait, c'est un très court extrait. Voilà, je vais peut-être pas à l'agrandir. Voilà. Vous voyez? Oui. À chaque fois que le passage, tu n'hésites pas. Il faut absolument l'empêcher de passer. C'est tout. Je me demandais si quelque événement allait survenir dans ma vie. Ça reste du rocher. T'arrives. De l'amour, je n'avais que l'ombre, oui. Et même l'ombre d'une ombre. Comme lorsqu'on aperçoit dans l'étang le reflet d'un nénuphar. Non pas tranquille, mais agité par les rides de l'eau. Si bien que ce reflet tout déformé vous échappe en partie. Cependant, Et que le soleil. Alors voilà, pourquoi cet extrait? Tout simplement parce que c'est un des premiers films justement que j'ai regardé pour le coup quand je suis arrivé en cours de cinéma. Et il y a cette liberté de couper le son, de remettre le son, de mettre de la musique, de couper la musique. Et tout d'un coup, cette analogie, c'est-à-dire ce plan de la lune, c'est assez simple, hein, de la lune, du ballon, de cette femme enceinte, du soleil dont il parle, du nénuphar, c'est-à-dire tout d'un coup, par l'écrit, par l'image, par le son, il y a une espèce de rondeur, et cette idée du cercle, même par la musique de Bach, hein, cette idée du cercle qui naît sous une forme analogique et plus logique pour le coup, comme dans une fiction qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, j'aurais pu en mettre plein d'autres d'extraits, voilà, puisque Godard utilise beaucoup ce système-là hein, pour raconter ce qu'il a envie de raconter. Donc effectivement, c'est cette rupture, ces ruptures en tout cas, cette réalité tronquée qui m'intéresse. La liberté de ne pas reproduire la réalité, mais d'aller au-delà volontairement, ne pas faire croire, mais laisser à penser. Ne pas mâcher le travail, mais demander au spectateur de faire son chemin en partage. Le travelling est une question de morale. Chaque plan signifie par la forme quelque chose, on sert de ce qu'il représente. Et que reconstruire le monde ou remettre en ordre le réel est toujours un acte politique. Voilà. C'est ça qui m'intéresse effectivement chez Godard. Je parlais de remettre en ordre le son, pour pas y aller une angoisse. Là, je parle de remettre en ordre le monde, pour justement, chez Godard est un acte politique, quand il fait Sarajevo mon amour, quand il fait Socialisme, quand il fait justement Adieu au langage, où bon, il a une écriture particulière, on ne peut pas le nier, comme plein d'auteurs de fiction, mais moi effectivement je suis moins attaché à la fiction, mais par ses essais en tout cas, il a une façon de dire le monde qui est toujours un acte politique, et c'est en tout cas ça qui moi m'intéresse. Je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais en tout cas c'est ce qui m'intéresse. Le cinéma comme divertissement, effectivement, n'est pas celui qui m'intéresse, même si évidemment j'en regarde, mais j'aime celui qui pense formellement et qui met une grille de lecture du monde. On avait l'impression qu'en tout cas, théoriquement, on avait des armes. On n'avait pas compris qu'une école de cinéma permettait de faire des réseaux. Bon, ce qu'il faut dire aux gens en fait, c'est que les écoles d'art permettent de faire des réseaux, pas d'apprendre. Mais quand on ne vient pas forcément de ce milieu-là, on n'en est pas conscient. Mais fort de nos 20 ans, on va dire, et fort de mon premier voyage en Afrique à 18 ans, je suis parti en Afrique parce que j'ai un père qui est né en Tunisie, qui a vécu en Algérie, avec qui je n'ai pas vécu, je le résume très vite. Pour le coup, j'ai eu envie de découvrir, en tout cas le Sahara au départ. Et mon désir s'est porté sur la Mauritanie, puisque c'était un pays que finalement on connaît assez peu. Puis à l'heure où Internet n'existait pas, on connaissait d'autant moins. Et qu'il y avait cette idée de l'aventure, évidemment, qui m'intéressait. Et donc j'ai eu envie de tourner mon premier film là-bas.
l'image pour moi est l'Afrique noire, en tout cas, même si la Mauritanie est un entre-deux, a toujours été une histoire de cinéma, une histoire d'image, et très importante. Et c'est donc là que j'ai tourné mon premier film, qui s'appelle Amine, dont je parlerai tout petit peu après. Et sinon, j'ai pas mal collaboré en tant que cadreur ou monteur pour des réalisatrices africaines, surtout. L'Afrique, évidemment, où l'intime et la politique sont extrêmement mêlés. Il faut savoir que c'est un continent dans lequel la politique est extrêmement présente, même dans les discours, dans les discussions des gens, hein, même au fin fond d'un village, on parle toujours politique, ou musique, ou foot, mais ça je suis moins... voilà. Et j'ai fréquenté effectivement les milieux cinématographiques, en tout cas à Dakar, ensuite un peu au Togo, mais surtout à Dakar, qui sont des milieux assez désargentés, hein, des gens... j'ai eu parfois l'impression de me retrouver à Montparnasse dans les années 30, où vous aviez ces Mambéty Diop, Khadisila, Ben Diogaï, on connaît certains créateurs africains, mais certains, effectivement, Mambéty Diop, pour le coup, a eu prix à Cannes, etc., il y a longtemps, il est décédé maintenant, mais et Khadisila, dont je vais parler un petit peu après, qui est la première femme documentariste au Sénégal. Donc j'ai fréquenté un petit peu ces milieux-là, donc une découverte d'un monde... dans un Dakar très poétique, avec des gens très poétiques, qui faisaient du cinéma avec très peu de sous, avec très peu de diffusion, avec très peu de... avec rien, en fait. Vraiment pas grand-chose. Et donc c'est là aussi où j'ai pu mêler cette intrication entre le politique, le religieux et l'intime, qu'on retrouve souvent dans les documentaires où j'ai travaillé. Je vais vous montrer un extrait, pour le coup, d'un... document, la bande-annonce, tout simplement, d'un documentaire de Ramat Yao dans lequel j'ai fait les images. Donc là, je n'étais pas réalisateur. Hein. Sauf que moi, je ne suis pas un technicien, donc je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien travailler avec toi, mais tu cherches un œil, mais pas un technicien. Je ne suis pas un spécialiste de la caméra, etc. Donc on s'est mis d'accord, le tournage a été complexe, c'est pas simple. C'est l'histoire d'un lutteur sénégalais, la lutte étant le sport national au Sénégal, et l'émergence de la lutte, enfin le renouveau de la lutte, c'était dans les années 90, et ça va avec tout un courant politique, l'arrivée du rap au Sénégal, et un courant politique qu'on a appelé le courant Boule Fallé, qui en Wolof veut dire laisse-moi vivre, en gros, t'occupe pas, et le rap, la lutte, et le mouvement politique contre Abou Diouf à l'époque. Il y a eu un moment de cristallisation entre 97, 98, 99. Et donc c'est ça qu'elle raconte à travers l'histoire de ce lutteur. Donc je vais vous montrer la bande-annonce. Donc c'est pareil, vous pouvez aller voir ces films. Non, j'ai fait une bêtise. Ah non, c'est bon. Pourquoi ça me... C'est pas du tout ça que je veux. Il faut faire la grève, d'accord, parce qu'on a des revendications. Mais aujourd'hui, si on arrête les cours, les fils des dirigeants viennent nous diriger. Les fils des dominants vont venir nous dominer. Il y a un de nos morceaux qu'on faisait en 95. On disait les mêmes dominants, les mêmes dominés, les fils de dominants dominent les dominés, d'année en année. Vous êtes l'espoir du Sénégal de demain, vous êtes l'espoir de l'Afrique de demain. Donc nous comptons sur vous pour continuer à faire vos coups, pour continuer à respecter ce que vous faites là. Ma grand-mère Aïssa me disait Jambar nekkul ci xët-xët, Jambar fit la bëri doole. En 1988, à Pikine, royaume des déguerpis, une femme crie au voleur. Saleté! Pas le temps d'attacher nos chaussures. Avec les potes, nous voulions voir le spectacle. Qui avait volé qui? Et quoi? En un clin d'œil, plus vide a rempli les maisons. Tidiane le voleur a essayé de piquer un sprint, comme Carl Lewis. Trop tard, la foule avait déjà encerclé. Pourtant, c'est d'ici, de nos quartiers misérables, que nous avons créé le mouvement Boule Fallé. C'est d'ici que nous les avons tous défiés, des politiques au marabout. C'est d'ici
de notre sable fertile, que la lutte s'est réincarnée, pour redevenir ce que nous sommes, de nobles guerriers. Nous, la génération des vulgaires, nous, génération Boulfade. Donc voilà, c'est juste un petit bande-annonce. Les deux rappeurs que vous avez vus au départ, Awadi, le premier qui parle, c'est un des plus grands rappeurs sénégalais qui a initié le rap au Sénégal. Et le deuxième qui parle, c'est on n'en parle jamais, puisque en France, visiblement, on s'en fout, alors que nous étions quand même les colons de cet espace. C'est un type qui a créé un mouvement qui s'appelle Y'en a marre, qui a réussi à mettre dehors le président Abdoulaye Wade du Sénégal, qui a créé le mouvement Valais Citoyen aussi au Burkina, qui a permis de mettre Blaise Compaoré en dehors et qui n'a jamais accepté aucun pouvoir politique ni aucun argent. Je l'ai montré plusieurs fois, et Rama a fait un film vraiment sur lui, qui est une sorte de Che Guevara, mais qui n'a jamais fait couler de sang, et qui a réussi véritablement à créer une synergie, un mouvement citoyen qui reste toujours vigilant aujourd'hui à Dakar. Et donc Rama Tiao, qui est une jeune femme qui continue à faire des films. Et puis je voudrais parler juste de Hadissila. Je parle de personnes qui m'ont influencé, parce qu'on ne travaille pas sans les autres, évidemment. Et Hadissila, qui est aujourd'hui décédée, à 50 ans, il y a 7 ans, et qui était réalisatrice, écrivain sénégalaise, qui a écrit Le Jeu de la mer, qu'on peut trouver encore sur Internet, qui a fait 5 films, dont le dernier, Une simple parole, dont j'ai fait le montage. Elle n'a pas pu voir la fin du film, puisqu'elle est décédée avant. Moi, j'ai eu en mission de faire le montage et de suivre la post-production, où elle ne l'a pas su, ou peut-être elle l'a su autrement, mais on a gagné le Grand Prix de la diversité à Hollywood, prix à Toronto, etc. Donc, où elle filme sa grand-mère, où elle retourne au village, pour le coup, et elle raconte sa lignée. J'ai vécu beaucoup avec elle en tant qu'amie à Paris ou à Dakar. Et effectivement, la côtoyer m'a ouvert beaucoup de choses sur une façon de voir le monde, en tout cas. Et ça a toujours été quelqu'un de très rebelle, elle était schizophrène. Ça a toujours été quelqu'un qui disait ce qu'elle avait à dire. Elle avait été formée par des gens comme Paulin Vieira, qui est un des premiers cinéastes sénégalais, par Mambéty Diop, par des grands du cinéma sénégalais. Et sa créativité était telle que forcément, à force de la côtoyer, on prenait un peu de son regard sur le monde, en tout cas. Et on adorait se balader tous les deux, que ce soit à Paris ou à Dakar surtout, où justement on se faisait des films avec l'imprévisible de la rue, comme on appelait ça comme ça. Et son regard était celui d'une femme attentive aux autres, à la folie des autres, à l'injustice, au peuple qu'on ne regarde pas. La bonne, la vieille femme, la folle, le fou, le sans-voix. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui m'a apporté cette attention, en tout cas, envers ça. Je vais juste vous montrer alors c'est pour le coup un extrait de... On va passer. Un peu, voilà. Elle est allée au FESPACO une année pour présenter un de ses films, Fenêtre ouverte. Et là, on va faire de la pub. Je baisse. Et pour présenter un de ses films, et il y a un réalisateur français et un preneur de son. On fait un film sur les Africains qui étaient au FESPACO, en leur donnant la parole, en leur demandant ce qu'ils pensaient. Et il y a cette intervention de Tradi qui est très belle, que j'aime beaucoup. Je pense que je ne viendrai plus à Ouadrou. Pour vous montrer le personnage. Je me présente, Hadissila, écrivain, cinéaste. Je voudrais dire peu de choses. Je voudrais d'abord parler de la promesse que Senghor nous avait faite quand nous étions jeunes. Il nous avait promis un monde meilleur, un monde où l'art serait au centre de la société. Cette promesse n'a pas été tenue. Nous écrivons des livres dont nous ne toucherons jamais les droits d'auteur. William Sassine, un des plus grands écrivains africains,
est mort pratiquement de faim en Guinée. Sinon, nous écrivons et nous essayons aussi de faire des films qui ne seront jamais produits ou qui ne seront jamais vus par le public auquel ils sont destinés. Pendant ce temps, il y a des gens dans des salons qui savourent des petits fours et qui boivent du champagne. Et pendant le même temps, nous qui sommes invités ici au festival de Ouagadougou dans la rubrique Panorama du cinéma africain, nous n'avons même pas le billet pour venir à Ouaga présenter nos films. Je voudrais dire tout simplement à tous ces businessmen et à tous ces gens qui sirotent dans des salons et qui font des colloques, que quelles que soient les conditions dans lesquelles ils nous mettront, nous ferons notre travail. Parce que notre travail se trouve dans la résistance. Et je citerai un de mes amis qui est en train d'écrire justement un livre sur la résistance. L'histoire, c'est dégueulasse. J'aime beaucoup son intervention. Voilà. Donc c'est un petit peu dans on va dire ce monde-là, en tout cas, que j'ai vécu, après pas mon adolescence, mais après, en tout cas, de 18 à 25 ans, 19 à 25 ans, après avoir rencontré cette femme et les gens qui l'entouraient. Je ne vais pas vous montrer d'extraits de ces films, parce qu'après ça va être trop long, mais bon, vous pouvez les trouver sur le net, en VOD, si vous voulez le son bon. Après, un très beau film, un film qui s'appelle Le monologue de la muette, où c'est l'histoire d'une bonne à Dakar, donc, qui a une existence très difficile, et Fenêtre ouverte, qui est l'histoire de sa maladie, mais dont elle parle à travers une vieille femme qui habitait dans son quartier, qui est folle aussi, mais qui effectivement n'a pas eu la chance de pouvoir être en tout cas prise en charge comme elle a été prise en charge, et d'avoir la possibilité de pouvoir créer, de faire des choses. Et, ce sont deux très beaux films, avec toujours cette idée godardienne en tout cas, de faire des essais plus que des films de fiction, hein, toujours dans cette chose-là. Comme je disais, la créativité, on parlait de l'origine de la créativité, c'est aussi le regard des autres et c'est aussi comment on partage avec les autres. Donc voilà, il y a toujours des gens comme ça qui nous permettent, ce professeur dont vous parlez, cette femme, d'autres aussi, les amis qu'on côtoie régulièrement, avec lesquels évidemment on se nourrit les uns avec les autres. Je vois que le temps file, j'espère que c'est bon. Et donc ce qui m'amènera à travailler et forcément à être, on va dire, assez interpellé par la psychiatrie. D'une part par la rencontre avec Radi, d'autre part aussi dans le fait d'habiter à Blois, hein, parce que voilà, la psychiatrie est très présente sur ce territoire avec la psychiatrie institutionnelle. Et donc ça m'a intéressé en tout cas de travailler avec des pensionnaires. Donc là, voilà, c'est mon troisième film, Le partage du pas. Je vais vous montrer pour le coup un extrait. Donc ça passe un peu voilà, d'Afrique, hein, bon, mais c'est de faire du lien effectivement avec Radi, qui avait vu ce film et qui l'avait aimé. C'est compliqué de faire un film en psychiatrie. J'en ai vu pas mal, que ce soit celui de Pardon, celui de Wiseman, etc., d'autres. Et m'a toujours posé le problème du côté voyeurisme des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut montrer ? J'avais pas envie de filmer comme dans un zoo, parce que malgré tout, tout le respect que je dois à ces réalisateurs, quand même souvent c'est ça. À part comment il s'appelle, qui a fait un film sur la bande. Nicolas Philibert, où effectivement il y a une approche un peu différente. Et surtout j'avais envie de faire le film avec eux. Alors l'idée c'était un dispositif, c'était très simple, on partait d'un carrefour qu'il y avait au centre. Donc Sommery, c'est une clinique avec un grand parc, et il y a un endroit avec un carrefour avec plein de chemins. Et vous demandez aux pensionnaires, ceux qui veulent participer au film, l'idée était de partir d'un des chemins et de partir dans la forêt, parler de la nature. On avait pris ce thème-là, c'était le printemps, voilà. Et puis évidemment, qu'est-ce qui allait se raconter derrière tout ça ? L'idée n'était pas forcément de montrer le délire. Parce que mon idée était au départ, c'était de pouvoir faire un film, les gens qui le voyaient se diraient tiens, ça se passe dans un jardin public. Bon, il y a un moment donné, effectivement, on se rend compte quand même que les personnes sont malades. Mais ce qui m'intéressait, c'était la personnalité au-delà, et s'il y avait des livres ou des choses comme ça, c'était de pouvoir le traduire en images, justement.
Mais c'était vraiment l'idée d'un dispositif. J'aime beaucoup cet dispositif puisque le hasard, l'imprévu, est tout à fait possible dans ce système. C'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup de mal à aller chercher de l'argent pour faire des documentaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous demande de faire un documentaire, on vous demande d'écrire un scénario. Écrire un scénario sur la vie, ça me paraît très compliqué. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui racontent n'importe quoi, qui font autre chose après. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai toujours pris le parti de faire autrement. Je pars avec des livres dans la tête, je pars avec des images dans la tête, je pars avec des choses, mais on va dire que c'est le tournage qui fait le film, véritablement, au sens où il va falloir à un moment donné avoir une attention juste pour pouvoir capter le moment, et surtout ça se fait beaucoup au montage. Et là, les pensionnaires ont monté aussi. Alors évidemment, dans la mesure où ils peuvent se concentrer pas plus de quelques dizaines de minutes, voilà, c'était pas simple, mais en tout cas, ils avaient leur mot à dire sur aussi les images, si tant est qu'ils voulaient prendre leur mot à dire. C'est toujours le cas. Et l'idée donc était de se servir aussi de l'attention des autres et de reconstruire notre trajet en le réinterprétant. C'est toujours la même histoire du son du départ, c'est-à-dire il se passe quelque chose et l'idée est de reconstruire le trajet, le voyage, le paysage sonore, etc. avec quelque chose de vécu. Mais c'est pas préparer quelque chose pour... c'est une fictionnalisation du vécu, mais pas vivre pour la fiction. C'est un peu compliqué à expliquer. Je vais vous montrer quelques extraits du film. Donc, il y a eu, on était 2, 4, 6, 8 pensionnaires donc, que j'ai suivis. Avec la caméra. L'idée, souvent, en tout cas, moi, quand je travaille un film, c'est que le tournage est à l'intérieur du film. Voilà, pas tricher, même si on triche évidemment, c'est-à-dire que les gens qui tournent apparaissent dans le film. Il n'y a pas une volonté de masquer absolument le tournage. Parce que justement, comme c'est l'idée de reconstruire un trajet, bah dans le trajet, il y a aussi ceux qui filment. Donc c'est pour ça qu'il est quand même toujours de faire ça à une petite équipe. Et donc là, on a tourné avec les pensionnaires et... Donc celui-là, vous pouvez le voir sur YouTube. Alors, j'explique, c'est que normalement, vous ne voulez pas que ce soit sur YouTube, mais un des soignants l'a mis sur YouTube. Parce que je ne voulais pas forcément que les gens aient accès. Au départ, c'était un film qui était destiné au Festival de la Villette, un festival en Bretagne. On a fait 3 festivals. Et l'idée était d'emmener les pensionnaires au festival pour qu'ils puissent participer aussi. Voilà. Bon, il a mis le film. C'est comme ça. Donc, il est sur Internet. Vous pouvez le voir. Je vais vous montrer quelques extraits et essayer d'expliquer un petit peu alors, une histoire assez incroyable. Donc il y avait un petit peu avant... c'est compliqué de mettre des extraits sur le film, je suis désolé, hein, c'est un peu... voilà. Mais vous allez voir qu'il y a des personnages, des pensionnaires qui n'ont tout à fait aucun problème, puis il y en a qui sont quand même... Et on a eu justement une surprise pendant le tournage, c'est qu'il y a un des pensionnaires qui a pris la caméra. Voilà. Et là, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est un pensionnaire. Est-ce que tu dois, en tant que personne un peu de la ville, consommateur d'un certain charme, voilà le carrefour, comme un chasseur à l'affût en essayant de tout mettre en pote dans ta vidéo, ou comme un passant Ah, ça c'est une très bonne question. Voilà, là il écrit quoi? Rec. Ça veut dire record. C'est à quoi record en anglais? Je ne sais pas. Enregistrer. Enregistrer. Donc là vous enregistrez, appuyez une fois. Voilà, il faut faire des beaux plans. Le pensionnaire prend la caméra. C'est pas prévu. Filme. On fasse la comédie. Après, il nous demande de jouer. Qu'est-ce que vous faites comme comédie? Ça va être dur. C'est plus dur pour moi que toi de filmer là. Si tu me demandes de jouer la comédie. Et là, on se retrouve à notre propre piège en fait. Quoi. Faire la libellule. Et là, tout d'un coup, effectivement,
Plus aucun mot maintenant. Plus aucun mot? D'accord. Donc il y a un jeu qui se passe entre celui qui filme, celui qui est filmé. Mais tout ça, c'était absolument imprévisible. Donc c'était vraiment de l'ordre de l'informel, quoi. Après, il fallait effectivement le mettre... Et alors, un des soignants, il ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, donc il y a un jeu de la chasse, c'est assez étrange comme... Et un des soignants s'est mis à faire le singe. Mais c'est absolument évidemment pas prévu, mais ça crée un espèce de truc. On vient de quelque part et je dois aller quelque part. Donc le mieux c'est de faire piquer-coller parce que de toute façon je le faut. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que parfois l'imprévu, l'informel crée des situations qui permettent justement d'avancer dans le film. Je vais vous montrer un autre extrait. J'ai le temps. Peut-être un autre extrait après, si on peut avoir le temps. Voilà, vous pouvez le voir le film sur YouTube. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, Radi m'a permis justement d'être attentif aussi à la psychiatrie et justement à ce que peut, au-delà de la maladie, dire des pensionnaires ou des gens qui ont ces maladies-là. Continue avec Radi qui m'a permis d'autres choses encore. Comme je vous disais, je suis auteur, compositeur, interprète. Mais la chanson, elle est arrivée assez sur le tard, vers 24 ans. Évidemment, j'écoutais de la chanson, plutôt Ferré que Brassens. Donc la politique était souvent assez mêlée. Mais j'avais pas le déclic de l'écriture de la chanson, qui est une écriture assez particulière. Et bizarrement, l'écriture de ma première chanson est arrivée à Dakar. Ayant fait linguistique, j'adorais les langues et donc j'aimais bien apprendre les langues. Et j'ai appris le Wolof, qui est une des langues du Sénégal. Et en fait, c'est en écoutant les chansons de Youssou N'Dour, ou Thione Seck, etc., que par le Wolof, la musicalité du français m'est apparue, bizarrement. Alors, essayer de l'expliquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours pensé que c'était par l'intermédiaire de cette langue que j'ai su comment écrire, en fait, comment écrire des chansons, en tout cas la façon dont j'en écris aujourd'hui. Voilà. Encore aujourd'hui, justement, je sais qu'il y a toujours ça derrière. Et ma première chanson, qui s'appelle La forêt de Filao, a été écrite après justement un trajet, un voyage avec cette femme, avec Radi. On était parti à Golfe, dans un quartier à Dakar, au bord de la mer, dans laquelle il y a une forêt qui s'appelle la forêt de Filao, qui est un repère de bandits, de marginaux, mais qui est une forêt très très belle, vraiment au bord de la mer. Et le soir même, quand je suis rentré, j'ai écrit une chanson,
qui était ma première chanson écrite. Et qui pour le coup a décidé un peu de ma façon d'écrire de la poésie, de la chanson. Je ne sais pas comment après faire la différence forcément. Et c'est une chanson justement sur un trajet. Je reviens toujours sur cette histoire de trajet. Hein. C'est un peu sur un trajet où justement je reconstruis la mémoire de ce trajet et de ce voyage et de cette errance. C'est une chanson que j'ai écrite il y a très très longtemps, que je suis passé par 40 000 versions. Voilà, une version guitare-voix, une version avec un percussionniste, une version avec un groupe de 5 personnes. Voilà, je vous fais écouter une version qui n'est pas la dernière. C'est un vieil ordinateur. Jusqu'à la forêt de Philao. Mon avion décolle vers toi dans 2 heures. J'entends la rumeur de la plage plaquée sur mon visage. Je sais qu'on s'est juste un peu dépassé. Le taxi passe devant la poste. C'est à ne plus savoir où on en est. C'est encore une farce de la forêt de Philao. T'as juste à monter dans un taxi jaune et noir. C'est une descente de nuit un peu trouble qui ne ressemble plus à celle d'il y a 6 jours. 6 jours, en tout cas c'est 6. Derrière il y a la ville qui ressemble à Beyrouth, Dakar, pourtant il n'y a jamais eu la guerre. Alors au loin, ça fait comme la brume effleurée par la mer. Le taxi est stoppé sur le pont. C'est à ne plus savoir où j'ai été. C'est encore une phase de la forêt des Philao. Le taximan a l'air gentil dans son taxi jaune et noir. Moi ça me fait toujours fabuler les forêts qui pressentent les fées. Le gars de la buvette me rappelle quelqu'un. Il a l'air de se sentir un peu seul avec les Philao. Bien sûr il ne pleut pas, mais il sourit quand même quand il ouvre une bouteille. Le vent est juste là pour vivifier les eaux. Tout ça, c'est une histoire de déplacement. Tout ça, c'est encore une phase de la forêt de Philao. Il paraît qu'il y a des bandits dans la forêt de Philao. Pour ma part, je ne les ai jamais vus. J'ai peut-être croisé quelques ordures ici et là qui ne ressemblaient à rien ce jour-là. Il suffit de grimper un peu et tu survoles par les yeux les vagues à vitesse grand V, des virages violés par le vent qui soulèvent tes cheveux. Le petit pinceau aigu, les hirondelles calcinées. N'ont rien à voir avec les larmes de Chile. C'est comme une forêt de cristal, la forêt de Philao. Le taxi a pris l'océan pour un terrain d'aviation. Cette fois c'est sur la forêt de Philao, travestie de son nez de verdure, qui me souffle en rigolant des sifflets d'amertume, les filets
nous a jamais dessoudés, comme de fils de fer fragiles qu'un forgeron a frappé. D'ailleurs, Dakar m'a déçu comme je te décelais. C'est juste un passage un peu déginganté. Un charivari d'hiver en commun qui savent que l'été c'est pour demain. Le taxi a disparu derrière le sable sans savoir en vérité où il allait. Qui de l'eau, qui de la terre, qui m'a parlé. C'est comme si le mirage se répandait sur la fourrure immobile de la forêt, comme une peinture à l'huile sur la mer en réponse de ta voix. Donc voilà une des chansons, je ne sais pas si vous avez attention au texte, mais c'est toujours cette idée de trajet justement et de promenade. La lumière de ce jour-là était très très particulière. Je pense que les esprits étaient là. Du moins ce que j'appelle le lumineux, qui est une notion importante chez moi. Alors qu'est-ce qu'on appelle le lumineux? C'est ce que Jung, par exemple, encore un Suisse, allemand, il dit ce qui saisit l'individu, ce qui venant d'ailleurs lui donne le sentiment d'être dépendant à l'égard d'un tout autre. C'est un sentiment de présence absolue, de mystère, on va dire. Et cette appétence pour le mystère et le spirituel, pour le coup, a toujours été important dans mon travail. Je reviens sur cette rue des Ursulines, pour ceux qui la connaissent, ou je ne vais pas vous refaire, c'est un peu compliqué, mais après les studios, dans cette rue, il y a un Carmel. Et quand j'étais gamin, j'aimais bien aller écouter le chant des Carmélites, mais qu'on ne voyait jamais, que j'ai vu beaucoup plus tard, parce qu'elle sortait parfois la nuit. J'ai habité derrière les studios, donc j'ai pu croiser parfois des carmélites avec leurs cornettes. Et sinon, enfant, je savais qu'elles existaient, qu'elles étaient derrière cette porte, mais qu'on ne les voyait pas. Donc c'est resté un grand mystère. Et pour le coup, elles chantaient. Et donc on entendait leur voix, on entendait leur chant, mais on ne les voyait pas. Et ça me fascinait assez. Et donc, cet attrait, en tout cas, pour une forme de mystère, une forme d'esthétique, on va dire aussi du religieux, m'a été après, on continue dans cette rue. Après le Carmel, il y avait un vitrailliste, dans les années 80, qui n'est plus là maintenant, qui était un des derniers vitraillistes de Tours, qui avait son atelier, et où j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois, parce qu'il m'a proposé de rentrer, enfin, il faut dire que je devais faire le curieux, et que voilà. Il m'a proposé plusieurs fois avec un copain de rentrer, voir ce qu'il faisait dans l'atelier. Et je me souviens qu'il nous avait expliqué la lumière, dont je me souviens à travers les vitraux. Et je pense que c'est la lumière, le travail de la lumière qui m'a toujours le plus intéressé, en tout cas en vidéo. Parce que je pense que beaucoup de choses... Comment dire? Je pense que la clé de beaucoup de choses se trouve dans la lumière, même si l'ombre en est une de ses multiples variations. Pour le coup, on va s'arrêter juste sur mon premier film, Amine. Je vais vous montrer quelques extraits, vous expliquer un petit peu ce pourquoi il en retourne. Si vous en avez marre, vous me le dites. Parce que c'est un film donc, qui s'appelle Amine, qui veut dire Amen en arabe, donc ce qui est. Donc la référence religieuse est là. Donc à l'âge de 18 ans, je suis parti en Mauritanie, dans le Sahara, pour essayer de trouver cette part manquante que j'avais de mon père qui avait vécu dans le Sahara. Ce film a été tourné en 98, monté en 2004, pour des raisons techniques, parce que déjà à l'époque, on n'avait pas assez de gigas pour pouvoir monter le film. Ça coûtait très cher, un giga, vraiment très cher. Donc il a fallu attendre un moment pour pouvoir le monter. Et puis surtout, on n'a pas fait ce qu'on avait escompté. C'est-à-dire qu'on est parti, voilà, on sortait en 98, donc j'avais 20 ans. L'idée était de faire un film de fiction, quand même en mêlant avec la réalité. J'avais rencontré une famille dont le fils était parti en tant que migrant à l'époque, il y en avait déjà, au nord de la Mauritanie, et dont la famille n'avait absolument pas de nouvelles. Donc l'idée était de faire un film avec... racontant l'histoire d'un jeune homme qui partait avec la sœur de ce type-là pour aller le chercher.
Il s'avère que la fiction escomptée n'a pas fonctionné, qu'on a eu plein de problèmes techniques, on a perdu le son, puisque le son a été mangé par le train de minerai de fer, qui est un train en Mauritanie qui transporte du minerai de fer, et en fait ça a démagnétisé entièrement les bandes, le fer, donc on n'avait plus de son. En plus de ça, plein de problèmes de douane, de choses comme ça. Et puis, un autre truc, alors une intuition, je ne sais pas, à un moment donné, j'ai dit non, mais moi la fiction, je m'en fous en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la vie, c'est ce qu'on est en train de vivre là. Et donc on a filmé ce qu'on était en train de vivre, tout simplement. Et j'avais pas forcément ce que je vous dis là sur la reconstruction du trajet, sur tout ça, etc. C'est venu aussi en faisant. Et pour le coup, on s'est retrouvé avec 15 heures de rush, ce qui est assez peu en fait. Hein. Mais 15 heures de rush, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Alors c'est le premier film tourné en numérique en Afrique, a priori, parce que 98, un des premiers films en numérique, c'était Les yeux dans les bleus sur le foot. Sur le foot, ouais. Et on a tourné, enfin c'était nous, on a fait ça juste après en Afrique, en fait, avec la même caméra. C'était la première caméra numérique pro qui était sortie. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé avec 15 heures de rush et il fallait raconter quelque chose. On s'est dit, on va raconter ce qu'on a vécu. Quoi. Donc avec une voix off, avec le son comme on a pu faire. Et ça a donné un film qui, pour le coup, à notre grand étonnement, a fait plein de festivals. Le festival d'Aubagne, le festival Étonnant Voyageur, le festival du Doc à Marseille, le Fupatel de Biarritz et tout ça. On a été pris par un distributeur israélien. Enfin, il y a des choses qu'on n'a pas tout compris, mais, parce que c'était vraiment un film avec un très petit budget. Quoi. Mais pour le coup, on était plutôt très contents. Et donc, c'est un film, justement, entre des bouts de fiction, du réel, qui est composé par les 5 prières de l'islam. Je reviens aussi à cette idée du religieux. Pour vous juste lire le pitch, en fait, c'est-à-dire ce qu'on disait au départ. Amine retrace la dérive d'un tournage d'une équipe franco-sénégalaise bousculée par le sable, sensible au mirage et chahutée par le vent, d'un voyage initiatique entre ciel et terre à la recherche d'un aventurier. Amine échange le réel pour un réel imaginé, défait les liens du passé, les renoue au présent, puis les pelote à l'avenir. Amine est un film avec le temps. Donc, je vais vous montrer quelques extraits. Donc là, c'est un moment où, justement, on explique qu'on finalement, on abandonne la fiction. J'avais conscience de mon impossible retrait, d'une mise à distance incapable. Mais les femmes étaient si belles alors qu'il fallait vivre avec. Je réfléchissais sur un autre film possible dans un Dakar de nuit, sur une façon de filmer l'urbanité africaine à la lumière d'un Wong Kar-wai qui capte les néons de Hong Kong. Je pensais revenir bientôt faire un autre film. Et puis la vie m'a montré Conakry, Addis, Lagos ou Bamako. Il a fallu du temps pour se faire aimer de toutes. Il a fallu 6 ans. Je n'avais pas d'expérience ou celle qu'on s'invente pour se dire qu'on peut. Je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise derrière une caméra. J'ai toujours préféré la vie, celle qui ne se rassure pas d'une focale tendue entre deux sources. Alors j'ai laissé les autres faire sans moi. Moi qui dormais, moi qui rêvassais. J'ai préféré laisser s'installer ce sentiment d'échec et d'impuissance, car la peur au ventre de diriger, direction, clap, moteur, on tourne. Action. Donc, toujours cette idée du tournage à l'intérieur, et pour le coup là la voix off explique justement
les sentiments de ce qui se passait à ce moment-là. Je vais vous montrer un autre extrait. Peut-être un tout petit peu moins fort. Oui, c'est peut-être un peu fort. Sinon... Des soufis musulmans. L'argent promis de France ne viendrait pas. L'état de Benoît s'aggravait. L'actrice ne partirait pas. Alors, pourquoi partir ? Il fallait s'en remettre au Dieu. Sur cette image-là, je vais m'arrêter 2 secondes. Voilà. C'est une des images que je préfère du film, qui est pourtant plutôt passe-partout. C'est justement, voilà, ça fait réponse à ce que j'expliquais tout à l'heure sur le Carmel, et sur, voilà, toujours été effectivement intéressé par ce mystère-là. Alors, on appelle le voile ici, ça prend toute une dimension dont je ne parlerai pas, mais voilà, tout ce religieux, soufi, etc. Et cette position, et voilà, c'est une image que, en tout cas, que j'aime beaucoup, qui je pense vient de cette enfance aussi, autour toujours du milieu sacré. Et je vais vous mettre un dernier extrait. Justement de la lumière, ce dont je parlais tout à l'heure, qui explique... Avant de rentrer, il fallait Avant de rentrer, il fallait retourner dans ce cabanon du banc d'Arquin. Tourner les plans du scénario original pour se dire qu'il était temps. Imaginer qu'un père se trouvait là. Accompagner Rive à l'intérieur. Rencontrer l'imprévisible. Découvrir les kilomètres de soleil sur nos épaules. L'insondable lumière de la Mauritanie qui vous arrache au premier temps. La lumière, c'était cela peut-être que nous cherchions en premier lieu. Simplement ça, jusqu'à l'aveuglement. Voilà, je pense que ce serait pour le résumer un petit peu. Donc voilà, tout ça pour vous dire que effectivement l'Afrique a toujours été déclencheur, en tout cas chez moi, d'état intérieur, un territoire d'expérimentation où
Voilà, il y a eu beaucoup de projets avortés, d'idées de films, des articles ont été faits au Nigeria sur Fela, Thomas Saint-Formel, au Maroc, sur les émeutes de 2005, des idées de films sur un écrivain qui s'appelle William Sassine, voilà, différentes choses, et ça continue. Et un groupe de musique qui s'appelle Belakan, qu'on peut retrouver sur Internet. On faisait de la musique afro-rock, donc avec des rythmiques africaines et en français. On va reprendre notre chemin de la rue des Ursulines. J'essaie d'aller un peu plus vite. Après le Carmel, après le Vitrailliste, il y a les Beaux-Arts. Les gamins, quand on allait le mercredi matin, mercredi après-midi, quand on n'avait ni cours de chant ni école, on nous emmenait aux Beaux-Arts pour faire de la peinture ou faire du tissage, voilà, pour les gamins. Et c'est vrai que très vite, on allait se balader dans les Beaux-Arts, puisqu'on avait le droit d'y aller gratuitement, et on était entouré par les peintures mythologiques, par les sculptures de Diane la chasseresse, je me souviens, etc. Et je pense que ça a été, on était très tôt sensibilisé à l'art pictural. Et particulièrement, moi, j'étais sensibilisé par une gravure qui était chez mon grand-père, Mélancolia de Dürer. Et cette gravure m'a toujours paru très étrange. Vous voyez, c'est une gravure de Dürer. Et quand vous êtes, il y avait ça qui trônait dans le salon de mon grand-père. Vous la voyez ou pas? Oui. Donc il y avait ça qui trônait dans le salon de mon grand-père, cette espèce d'ange, qui avec son regard renfrogné et tout un tas de lévriers, le compas, la balance, le carré magique, alors ça me fascinait évidemment, le soleil noir, etc. Et mon grand-père était un homme féru d'architecture, il était ingénieur en bâtiment, féru d'architecture sacrée, du nombre d'or, etc. Donc moi il me faisait rêver en parlant de toutes ces choses-là. Et évidemment il m'expliquait cette gravure. Et avec un regard d'un enfant, je ne comprenais pas tout, et souvent je me posais la question, mais comment la mélancolie ou la tristesse, parce que la mélancolie c'était pas forcément très clair dans ma tête, mais comment la tristesse pouvait avoir un rapport avec un compas, donc voilà, comment la tristesse peut avoir un rapport avec un cube, avec un carré magique. Je ne comprenais absolument pas, mais en même temps j'avais cette espèce d'intuition que c'est à travers tous ces éléments réunis qui se répondent les uns aux autres que celui qui regarde peut trouver un chemin et justement aller au-delà du mystère. On retrouve toujours cette idée justement de recomposition, soit du réel, soit d'une œuvre d'art, justement pour que le spectateur ou celui qui puisse faire le chemin justement pour tenter de réunir et d'essayer de comprendre à sa manière, parce que des interprétations de Mélancolie de Dürer, il y en a autant que d'historiens de l'art. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, effectivement, que l'intérêt de cette gravure, c'est justement aussi d'offrir une réponse qui nous est personnelle. Et ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, à ce moment-là, la peinture, c'est peut-être ça aussi. L'image, c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire on recompose soi-même une image, et c'est pas une image qui va nous dicter les choses ou nous dire ce qu'il faut regarder en fait. Donc voilà, c'est une petite aparté sur l'art pictural et justement sur le rapport aux images. Et aux Beaux-Arts, je continue mon chemin, donc après les Beaux-Arts à Tours, pour ceux qui connaissent, alors on peut aller directement sur la rue de la Sellerie pour aller jusqu'au Grand Théâtre de Tours. Mais je passe par la cathédrale Saint-Gatien, où on est allé avec mes camarades, on est allé se balader dans la crypte. À l'époque, il y avait une crypte qui était ouverte, qui est fermée maintenant. Et en fait, cette crypte, moi j'ai toujours été fasciné par justement les cryptes, les souterrains, l'archéologie, comme plein de gamins évidemment. Mais ça m'a influencé beaucoup plus après dans mon travail. Et je rapproche ça d'un événement, enfin d'une anecdote. Un jour, j'avais envie de lire, et il y avait dans la bibliothèque de ma mère, Psychopathologie de la vie quotidienne de Freud. Évidemment, j'étais en 4e, ça me paraissait bien étrange, mais la 4e de couverture m'avait interpellé sur l'idée du lapsus, de l'acte manqué, etc. Donc j'avais embarqué le bouquin, et je lisais ça en cours de latin, parce que je m'ennuyais en latin. Et je me souviens avoir eu cette
intuition que finalement ce que j'étais en train de lire et les ruines de volubilis qu'il y avait sur le livre de latin étaient très proches, qu'il y avait quelque chose de commun, que finalement ce que racontait Freud c'était une histoire de strates et une histoire d'archéologie aussi, évidemment beaucoup plus... voilà, et puis avec le regard d'un adolescent, d'un jeune adolescent. Et donc l'histoire, la psychanalyse, tout ça commençait à s'entremêler. Et le professeur de latin était très idiot, il m'a chopé évidemment en train de lire le livre. Et il m'a pris le livre et il m'a dit mais qu'est-ce que vous comprenez à ça, vous n'avez rien à faire avec ça, et il me l'a confisqué. On me l'a rendu après, mais c'était pas très intelligent de sa part. Évidemment, je ne comprenais pas tout ce que Freud racontait, mais j'avais eu cette espèce pas d'illumination, mais d'intuition entre les deux livres. Et d'où cette idée de l'histoire aussi personnelle, l'histoire généalogique, les strates à l'intérieur de soi-même. Il y avait une espèce d'analogie qui se mettait, je pense que j'ai toujours été beaucoup plus analogique que logique. Vous pouvez le voir dans la façon d'ailleurs dont je fais la conférence. Voilà, Et donc, sur cette crypte, je vais vous parler de Traces en Berry, qui est donc mon troisième film, que j'ai fait avec ma femme, qui est pas là aujourd'hui, qui est plasticienne, où après être allé en Afrique, j'ai voulu aller chercher du côté de mes ancêtres maternels, donc qui viennent du Berry, où j'habite aujourd'hui. Sauf que là, c'est le Berry du Cher, et on a décidé de faire un film où là, justement, l'idée de reconstruire un trajet a été beaucoup plus pensée qu'auparavant. C'est un film qui se passe autour de l'histoire d'un prieuré, qui est le prieuré d'Alichamps. Si vous connaissez, Bruyères-Alichamps, c'est la ville du centre de la France. Il y a le poteau du centre de la France, qui est en fait un sarcophage. Le prieuré d'Alichamps, c'est une église comme plein d'autres églises en France, un petit prieuré. Qui a été villa gallo-romaine, qui ensuite est devenue prieuré, qui ensuite est devenue une ferme, un endroit où on mettait le foin, et qui aujourd'hui est devenue une galerie d'art et d'événements culturels. Je trouvais que ça montrait bien cette histoire, justement, quatre âges en tout cas, de l'Occident, de façon très schématique. Il y a trois figures autour de ce prieuré, un historien local qui raconte l'histoire du prieuré, un dessinateur de bande dessinée et un forgeron qui lie tout ça avec son travail de forge, qui va fabriquer ensuite 4 masques en rapport avec justement le prieuré. Je vais vous montrer des extraits, dont un peu long, mais vous allez pour le coup comprendre effectivement plus ce que ça raconte. C'est vraiment un road movie sur 4 km où nous passons de l'un à l'autre. Nous essayons de raconter l'histoire. Il s'avère que, hasard imprévu, c'était assez formidable, il s'est mis à neiger, ce qui est quand même assez rare. Et donc le Berry ressemblait étrangement à la Sibérie, sans faire de jeu de mots. Et il s'avère que le dessinateur faisait des BD sur les Inuits, ce qui était absolument imprévu évidemment, tout ça. Donc tous les hasards ont concordé à ce que nous racontions une histoire autour de ce road movie et autour de ce prieuré. Et là, je vais vous montrer justement un passage, plusieurs passages. Allez, on peut faire ça avec du sable. Donc là, on est dans la deuxième partie, on va dire, au moment où le prieuré devient église. Et donc c'est une espèce de dialogue à 3 personnes, le forgeron ne parle pas, mais entre l'historien qui nous fait visiter son église. Dans laquelle il y a encore des sarcophages, etc., qui étaient, à l'époque en tout cas,
si on a creusé pour savoir à quelle profondeur on allait, alors nous avons trouvé une multitude de squelettes, enchevêtrés les uns dans les autres, enfin. Bon. Alors on s'est demandé ce que c'était et on s'est mis tout de suite à chercher dans nos affaires. C'est tout simplement qu'il y avait eu dans le secteur une épidémie de peste et qui avait des morts énormément. Alors on ne savait pas où les mettre, mais comme c'était tout de même des armes de tir, eh bien on a dit tiens on va prendre ce tracé là, comme je comprends bien plus, puis on recouvert ça avec du sable. Alors nous on a mis un grand plastique et puis on les a recouverts avec du sable. Il n'y a pas touché, il n'y a pas y touché, ça n'avait pas d'intérêt. C'était l'historien local, hein, et là vous allez voir le dessinateur. Je suis parti déjà, comme quand on est gamin, les Indiens d'Amérique, puisque ce sont les seuls vrais habitants d'Amérique. Les Américains, ça n'existe pas. Non. Les vrais habitants, ce sont les Amérindiens. Alors, bon, évidemment, quand on est petit, les westerns, on découvre... moi, je me suis vite mis du côté des Indiens et pas des cow-boys. Et puis donc j'ai potassé les bouquins, et puis un peu émerveillé avec les costumes, les objets et tout. Et puis de là, j'ai découvert, après à Paris, j'ai découvert les Inuits. Alors là, vous avez la colonne de l'église, et puis vous avez ce monstre, un monstre, hein. Vous voyez sa mâchoire. Alors quand on a le soleil, le matin il sourit un peu, mais le soir, vous pourrez compter. Et comme on pouvait l'aborder dans le temps où il y avait un grenier, vous voyez que certains l'ont dépeigné d'un côté, ils ont même cassé un petit morceau du chapiteau de l'autre côté. Enfin le reste est intact. Alors moi je dis que c'est le diable. Mais chacun pense à ce qu'il veut. C'est tout simplement un motif de décoration. Donc c'est venu comme ça, la Sibérie. Le Japon, c'est pareil. J'avais un cousin qui vivait au Japon. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance qu'on m'offre un vieux bouquin avec des photos qui étaient encore en bleu, hein, bleu-noir à cette époque-là. Et ça, c'est resté dans un coin et ça m'a marqué aussi. Et de l'autre côté, on est là, on peut bouger, sur le chapiteau qui fait pendant à la tête monstrueuse, là, vous avez là-bas des lions, vous avez 4 lions. Voyez-vous qu'ils sont en train de se dévorer. Hein? Alors, ça peut avoir un sens. On le garantit pas, moi c'est ma version. Quand le prieur était là à son office, il avait les gens devant lui, mais il avait aussi la tentation, le démon c'est la tentation. Bon. Alors il aurait pu avoir des pensées mauvaises, disons. Mais il avait de l'autre côté la présence des 4 lions. Et vous savez que dans l'église chrétienne, les lions représentent les évangélistes. Saint Jean, etc. Donc la force de l'église. Donc de ce côté, il avait l'attaque de l'église. On voit le démon qui va dévorer la colonne de l'église. Et là, pour comprendre, on voit les lions qui, eux, sont en train de sauver toute l'église. Car je pense que chaque chapiteau ou si on va dehors pour voir, vous verrez que tout a une signification. Et là aussi, pour moi, il n'y a pas de frontières. Il ne doit pas y en avoir. Les seules frontières, elles sont naturelles. Et on arrive toujours à les passer. Mais ils ne sont pas... Ah non, pas de frontières.
Oui, moi, je suis né quelque part. On va sortir par la porte des morts que nous avons refait. On a quand même fait du travail, franchement. Maintenant, il faudrait qu'on fasse un peu ça. Moi, c'est fini maintenant. Après, on voit bien justement comment les choses se tressent et comment l'un répond à l'autre sans forcément que l'un réponde à l'autre, ou c'est un réel qui a été reconstruit. Je peux passer d'autres extraits, mais ça va être un peu court. Et puis, voilà, puisque on intervient aussi, nous, dans le tournage, comme étant acteur même du film, en fait. Donc voilà, pour terminer le voyage, parce que là, effectivement, il reste peu de temps. Après cette église, je me retrouve au Grand Théâtre, où effectivement, là naît le plaisir et l'envie de spectacle vivant. Hein. On faisait pas mal d'opéra avec le lycée, enfin le lycée, l'école primaire, pardon. Et d'où toujours aussi effectivement l'idée de jouer à plusieurs ou même seul sur scène. Je ne vous ai pas parlé d'écriture, mais vous avez quand même compris qu'effectivement, ce qui m'intéresse, je pense, dans la création, en tout cas, c'est cette idée d'informel, d'imprévisible, de reconstruire des trajets vécus, mais de ne pas forcément prévoir. Et justement, aujourd'hui, justement, on est dans une société de la prévision, de la rationalisation, où le nombre et la quantité, où l'algorithme finit par étouffer tout ce qui finalement, pour moi en tout cas, fait la poésie. Et une certaine façon de penser, en tout cas, le hasard est lumineux. Je voulais juste terminer par une dernière anecdote. Parce qu'en faisant cette conférence, enfin en écrivant cette conférence, c'est partie que je ne vous ai pas fait puisqu'on n'a pas le temps. Mais j'avais envie de terminer sur, en tout cas, cette conclusion-là, sur un événement qui, parce qu'en la faisant, ça m'est revenu. Toujours un événement de l'enfance pour essayer de répondre sur l'origine de l'acte créatif. Je pense lors de la seconde fête de la musique en 1982, on était, mon beau-père et ma mère, dans les rues de Tours, qui étaient bondées. C'était la fête de la musique, la deuxième, c'était plein à craquer. Et on avait été voir mon oncle qui jouait au Petit Faucheux, à l'époque, qui était rue Bretonneau. Et évidemment, ma mère avait très peur de me perdre dans cette foule, mais ça n'a pas manqué d'arriver, évidemment. Je me suis perdu. Et là, la seule solution que j'ai eue, c'était de retrouver là où mon oncle jouait. Et en fait, j'avais, avec l'aide de mon beau-père et tout seul, parce que je savais lire, mais je ne me souviens pas véritablement. Je me souviens il y avait un restaurant qui s'appelait le Mille Pattes. Il y avait un Mille Pattes de dessiné. Il y avait la Casbah où il y avait un palmier. Il y avait un joueur de saxophone, etc. Et en fait, finalement, j'ai retrouvé mon chemin, comme le petit poussé, avec des images, des sons et des mots qui m'ont permis de retrouver. Parce qu'on était très loin, on était parti presque jusqu'à, enfin, je sais pas, pour ceux qui connaissent tout, presque jusqu'à la place Plumereau. Pour un gamin, pour remonter au Petit Faucheux, c'était loin. Et je me souviens avoir vraiment calculé en fonction des images, des sons et des mots. En 82, j'avais 6 ans pile, donc je ne vais pas lire, enfin je devais lire, mais c'est vrai que ça ne devait pas être aussi simple. Et en fait, j'ai réussi à retrouver mon chemin, à retrouver mon oncle, pour le coup, à retrouver ma mère, qui avait compris, parce qu'on s'était dit, on se retrouve là-bas, mais bon, voilà. Et finalement, je pense que peut-être que l'origine de tout ça, c'est ce trajet pour retrouver, toujours dans l'histoire de l'abandon en fait, pour retrouver un amour finalement, qui est l'amour maternel, de refaire ce trajet, de reconstruire un trajet pour ne pas se perdre et retrouver l'amour maternel et ma mère qui était fière évidemment que je retrouve mon chemin tout seul. Et donc en phrase de conclusion, j'ai écrit ça. Créer, c'est être un orphelin dans la foule, à la recherche d'un amour perdu dans l'ossuaire du temps vécu. Voilà. Je pense qu'il y a cette histoire de trajet reconstruit et d'être perdu sans parents et d'essayer de retrouver un amour, que ce soit un amour perdu. Parce qu'évidemment, ce que je ne dis pas, c'est que tout ce travail est toujours, souvent quand même, offert en partage à des femmes que j'ai aimées, ou fait avec une femme que j'ai aimée, ou pour des gens. En tout cas, il y a toujours l'amour qui est évidemment au milieu de tout ça. Parce que,
voilà, ce n'est pas que un travail personnel. Voilà. Entre toi, entre deux firmaments, entre deux continents, entre toi et moi, entre deux voyages, entre deux ancrages. Je suis la vie qui blouse aux 80, épouser la piste, je suis un jeu d'enfant, il y a des filles au loin devant qui partagent un écran. Je suis le passager volant à l'arrière d'une moto chinoise. Iroquoise, les idées africaines au rivage océan. Le ciel plein de lumière du port de Bolloré, la vie pleine de pierres que l'on pourrait lancer. Entre deux yeux je tire, aller revenir. Alors que les maquis sont à peine éclairés, entre deux tas de nuit, quelques bières à vider, entre deux rien à faire, la crise est financière. Je suis le passager volant à l'arrière d'une moto chinoise. Tous les rues iroquoises d'une cité africaine, rivage océan. Entre deux ronds-points qui s'éloignent, on joue à qui perd gagne. Si je suis loin de ce que j'aime, qu'importe le requiem. Moteur à 4 temps, confiance au capitaine. La liberté s'enroule comme un informe saoul. C'est hier qui s'écroule, c'est demain qui déboule. Entre deux garde-fous, entre deux garde-boues. Je suis le passager volant à l'arrière d'une moto chinoise. Dans les rues iroquoises, une cité africaine au rivage océan. Les silhouettes se détachent des murs tournants et la vie me voit cracher les idées en plein vent. Je fuis la moto, des bases et des mots, et j'ai 40 ans et ma jeunesse à l'eau. Ça y est, c'est l'Occident qui me rappelle entre deux temps qu'il faut rentrer avec les hirondelles. J'ai quitté les pistes pour les nuages, j'ai perdu la liste de tous mes bagages. Je suis le passager volant à l'arrière d'une moto chinoise. Dans les rues iroquoises, une cité africaine au rivage océan.